Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du mécénat d'entreprise. Il s'agit pour une association dite d'intérêt général d'obtenir l'appui d'une entreprise. Le mécénat se caractérise, contrairement au parrainage, par le fait qu'il ne demande pas de contrepartie de la part de l'association. Il en existe trois types. Le mécénat financier constituant un don d'argent, le mécénat en nature constituant un don de biens immobiliers, de marchandises ou de services, et le mécénat de compétences constituant une mise à disposition du savoir-faire des salariés de l'entreprise. Quand on entend le mot mécénat, on se dit que c'est un terme d'un autre temps, que c'est un peu désuet et que ça n'a plus trop rien à faire au XXIe siècle. Déjà, le mécénat, c'est quoi? Je pense que c'est deux notions différentes. Le sponsoring, c'est l'apport d'une structure X à une action Y. Dans le domaine financier, ils viennent pour soutenir une action qu'ils ont estimée être porteuse pour la marque de la société. Donc ils viennent greffer leur image sur un événement X, un événement Y, où ils ont forcément un intérêt. Le mécénat, c'est le fait d'aider et de promouvoir des artistes en échange de commandes et ou de dons financiers. Le plus connu est souvent le mécénat d'art, alors peinture, sculpture, littérature, poésie, etc. Mais le mécénat s'étend aussi à plein d'autres domaines comme la recherche, l'environnement, l'éducation. Des critères de sélection? Quelle définition donnons-nous au sponsoring et au mécénat? De toutes les façons, c'est pour aider. C'est pour aider à l'évolution de la carrière ou à l'évolution d'un événement culturel, ou bien c'est pour aider, c'est pour apporter un plus à une structure ou à des individus qui en demandent. Le temps où le premier directeur général d'une entreprise sponsorisait une activité parce que celle-ci était sa passion est révolu. Aujourd'hui, le sponsoring s'intègre dans la stratégie globale de communication dans une entreprise. D'abord, en un premier temps, le client il vient d'abord avec une demande de sponsoring et nous essayons d'étudier le dossier pour voir si ça peut nous arranger. Soit dans cette demande, le client il peut demander à payer juste 50% de la facture. Donc on essaie de voir, vu que nous aussi nous sommes en termes de publicité et nous voulons faire valoir et connaître le salon dans des différents salons sur le plan international. Donc nous sommes ouverts à tout sponsoring. Mais la seule différence que le sponsoring ou le partenaire est doté de plus d'éléments professionnels et que le mécénat pour moi se fait sur un coup de cœur. Voilà, sur d'autres raisons, on va dire, relationnelles, sur d'autres aspects. Voilà, c'est ça. Améliorer son image et la réputation de son entreprise, promouvoir ses valeurs, bénéficier d'échanges d'expertise et de compétences, favoriser son ancrage territorial. Est-ce une conclusion vraiment à tirer? En disant, peut-on aider sans rien attendre en retour? Monsieur l'expert, je vous laisse développer sur ce thème. Il va développer, mais on sera avec lui, hein, on va développer ensemble. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie pour ce dernier couloir de cette émission. Sponsoring et mécénat, comment ça fonctionne? L'idée de l'or, c'est d'aider. Comme l'a dit Blé Barbé, l'idée c'est d'aider. Maintenant, c'est deux mondes différents. On est tenté de le dire. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, l'idée c'est d'aider, mais seulement quand on parle de mécénat. Pas de sponsoring, en fait, parce que ce qui différencie ces deux notions, c'est que pour ce qui est du sponsoring, il s'agit pour un acteur commercial à visée mercantile de faire du profit en greffant son image en échange d'une aide matérielle ou financière à un événement. Mais ça soulage l'organisateur, donc ça l'aide aussi. Naturellement. Le terme échange marchandise. Voilà, c'est l'aspect intéressé derrière la manœuvre du sponsor qui le distingue de la manœuvre du mécène. Le mécène, lui, on ne saura jamais ses motivations, à vrai dire. Alors, à la base, on considère qu'il le fait pour aider, justement, de façon gratuite, sans rien attendre en retour, désintéressé. Voilà, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. C'est ça qu'on dit à la base, tout à fait. Alors, donc, voilà un peu la distinction qu'on peut opérer entre ces deux notions-là. D'accord. Alors, dans cet écosystème, la philanthropie se greffe à quelle terminologie? Naturellement au mécénat, parce que le philanthrope, lui, non plus, n'attend rien. Mais j'ai dit ici un jour, en prenant l'exemple de Bill Gates,
qu'il avait été fortement soupçonné de mener un ensemble d'opérations louches parce que Bill Gates avait financé une vaste opération de vaccination voilà, dans certains pays dits à l'époque tiers-mondistes. Et on avait vu comment ça s'était passé. Il y avait eu une espèce de dégringolade en cascade du point de vue de la santé des gens qui avaient subi ces traitements-là. Donc plusieurs personnes l'ont accusé de financer en fait des travaux de recherche à titre expérimentaux voilà, sur des êtres humains. Et ça n'a pas été vraiment bien pour son image. Mais bon, le monsieur, il persiste dans sa voie et il continue toujours d'investir autant d'argent dans la recherche à titre gratuit. Delors, il y a un groupe que j'aime beaucoup en Zouglou, qui est un ambassadeur Zouglou, c'est Espoir 2000. Un groupe magnifique qui n'est plus à présenter. Je salue au passage Pat et Valérie, à qui j'adresse un soutien. Alors, ils ont organisé un spectacle, un concert à un moment, et il y avait pratiquement aucun sponsor. Et pourtant, ils ont adressé des dossiers en bonne et due forme. Voici un groupe qui a pignon sur rue, qui a de l'épaisseur au niveau de la carrière, mais qui peut être à un moment boudé par les sponsors. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors qu'il y a d'autres groupes qui n'ont pas de talent intrinsèque, on peut dire ça comme ça, mais qui ont tous les sponsors, même jusqu'à dans les toilettes du spectacle. Bon, vous savez, la question est délicate, hein, parce que dès lors qu'on a affaire à un système où il revient de façon aléatoire à un ou des individus de décider librement s'ils accompagnent un projet ou pas, en ce moment-là, on n'est jamais à l'abri de ce qu'on pourrait qualifier d'arbitraire. Maintenant, à la base, il y a des critères objectifs sur lesquels les gens se basent. Tenez-vous bien, quand vous dites Espoir 2000, c'est un grand nom que tout le monde connaît. Mais d'une part, il y a la notoriété et il y a l'actualité. L'annonceur, le sponsor qui lui veut faire du profit ne se contente pas nécessairement uniquement de la notoriété. Il base aussi son activité sur l'actualité. Quelqu'un qui ne fait plus l'actualité, il se pourrait qu'il rencontre des problèmes quand il veuille obtenir l'appui de sponsors. Par contre, quelqu'un qui est notoire, mais qui fait l'actualité, même quand il n'a pas le talent à titre égal avec un gars comme Espoir 2000, en ce moment-là, il n'y a pas match. Les gens vont plus pencher pour celui qui est notoire et qui fait l'actualité. On se suit. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez un jeune homme comme Safarel, et puis vous le mettez dans un concours de circonstances avec Baïs Pinto et les deux s'en vont chercher des sponsors, vous serez déçu de constater qu'une icône comme Baïs Pinto ne va même pas provoquer même l'envie de lire son dossier. Alors que le jeune homme Safarel, on sait tous que du côté du talent et de l'expérience, il n'y a pas match entre ces deux personnalités. Mais tout naturellement, le commerçant, il va vouloir pencher tout de suite pour Safarel parce que ce jeune homme-là fait l'actualité en ce moment. Ce n'est pas une discrimination positive, négative? Bon, tout naturellement, il y a forcément discrimination quand on doit choisir. Voilà, quand on doit choisir, il y a forcément discrimination. Maintenant, après, les gens vous diront qu'on se base sur des critères objectifs, etc. Tout ça, quelque part, ce n'est pas faux. Quelque part, ce n'est pas faux. Parce que pour rester dans cette même configuration, aujourd'hui, si je sponsorise Safarel ou Baby Philippe, je me retrouve dans une situation où il y a... C'est-à-dire que ma force de vente va forcément avoir en face d'elle une niche réceptive. Si je suis une maison de communication, mais ma cible, c'est avant tout les jeunes parce qu'ils constituent le plus gros lot de ma clientèle. Mais quand je sponsorise Baïs Pinto, à qui je m'attends? Je ne m'attends pas à des teenagers, je ne m'attends pas à ceux qu'on appelle jeunes, je m'attends à un certain corpus, une certaine catégorie d'individus avec qui je ne peux pas forcément m'amuser, en griffe, qui n'est pas forcément la cible idéale pour mes offres actuelles. Est-ce que vous comprenez? Observez bien, nous parlons là des maisons de communication téléphonique, observez bien leurs offres actuelles, elles sont toutes orientées jeunesse. Alors, dans ces conditions-là, leur cible, c'est la jeunesse. Et comme malheureusement, on n'écoute pas du Baïs Pinto dans les bars ou les boîtes de nuit à Yopougon ou à Djamé, ça va poser problème pour une telle entité d'aller au sponsoring d'un tel monsieur. Et ces gens-là ont plus besoin de mécènes que de sponsors. Exactement. Voilà pourquoi quand un Baïs Pinto fête ses 40 ou 50 ans, il ne faut même pas le laisser aller chercher un sponsor. Les autorités, quand je dis autorités, pas forcément politiques, mais à tous les niveaux, les autorités de ce pays, dans un sursaut d'orgueil, devraient se lever pour appuyer tout ce que nous voyons fêter aujourd'hui, leurs 30 ans de carrière, leurs 40 ans de carrière, sont passés dans le domaine
j'ai envie de dire, dans l'héritage culturel ivoirien. Et c'est à ce titre-là qu'il doit y avoir des mesures spécifiques pour ces personnes-là afin de les appuyer dans leur démarche de célébration. C'est dire que dans cet environnement, on devrait un peu classifier, spécifier les différentes catégories pour que, par exemple, pour des artistes dits en vogue, on ait du sponsoring franc. Et pour des artistes d'un autre art, mais avec de la notoriété, on est du mécénat pour ne pas qu'il y ait doublons sur les mêmes personnes. Tout naturellement. Et puis même, c'est cette intelligence qui devrait orienter, j'ai envie de dire, l'activité des staffs autour des artistes. Il y a des artistes pour qui il ne faut pas aller chercher des sponsors. Voilà, il y a des artistes pour qui il ne faut pas aller chercher des sponsors. Alpha Blondy, avec l'âge qu'il a, est un personnage actuel qui peut bénéficier de sponsors. Et on le voit dans tous ses concerts. Mais les sponsors se bousculent parce que c'est Alpha Blondy et le talent et la notoriété et l'actualité. Vous comprenez? Mais ce schéma-là ne correspond pas forcément à tous les autres. Donc, il faut savoir orienter son action. Je ne peux pas être dans le staff d'un bailli et puis monter un dossier de sponsoring, non. Là, par contre, pour Bailly, je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas parce que c'est Bailly qui ne fait pas l'actualité. Il y a une base depuis des années 60-70. On peut toujours capitaliser dessus quand on a une société de communication. Je prends un exemple concret. On dira que c'est sous d'autres cieux. Il y a eu le festival des vieilles charrues avec Johnny, Dutronc et puis... les vieilles canailles. Et puis les vieilles canailles. Voici des personnes de notre âge, mais on avait des sponsors qui sponsorisent les mêmes choses des jeunes. Ah, non, je finis. En France. Je vais dire, est-ce que ce n'est pas aussi une façon, un moment, un moyen de revoir aussi la manière de sponsoriser. Parce qu'on ne va pas rester le mettre dans un canevas ad vitam aeternam. Il est vieux, il est démodé. Non, on doit faire en sorte que oui, nous on a sponsorisé Bailly, faire en sorte que même dans son truc peut-être passé, remettre au goût du jour. Ça doit être aussi la fonction militante, je dirais, du sponsoring. Ça peut faire mal, mais la réalité est tout autre. En fait, ce que vous décrivez là, disons, est symptomatique déjà des habitudes de consommation et du pouvoir d'achat. En France et en Europe, en règle générale, tous les âges sont de grands consommateurs de musique et de musiciens. Tous les âges. Oui. Aujourd'hui, là, quand vous allez dans le salon d'un de nos papas et que vous voyez encore les 33 tours, mais le gars, il est accroché à l'époque du jeune Bailly qui le faisait danser à Trècheville. Voilà de quoi il s'agit. Aujourd'hui, Bailly va beau faire un best-of, il ne va pas susciter la même nostalgie dans le cœur de ces puristes-là qui sont accrochés à leurs 33 tours. Mais aujourd'hui, les jeunes que nous voyons, c'est eux qui peuvent se lever spontanément, acheter des tickets de 10 000, 15 000 pour remplir le palais de la culture, devant Arafat, devant Baby, devant Safarel. C'est de ça qu'il s'agit. Et observez bien, ces jeunes hommes-là ne font plus de support physique. Parce qu'ils sont dans le spectacle, dans l'instantané, habitude de consommation. Alors que les baillis, je dis baillis parce que pour moi, il incarne un ensemble, il est représentatif d'une certaine catégorie, d'une certaine génération d'artistes. Ces gens-là ne sont pas dans le bling-bling, dans le tape à l'œil, dans le mati vu actualisé de tous les jours. Ils ne font pas de Facebook Live. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-là, les exemples diffèrent. Et vraiment, ça peut faire mal, je suis d'accord avec vous, mais la réalité est celle-là. Quand on va au sponsoring, c'est pour chercher l'esprit du sponsoring. C'est ce que je veux dire. La sensibilisation qu'il faut apporter. On ne peut pas changer... Non, le sponsoring recherche l'argent et un intérêt immédiat ou à long terme. Est-ce qu'il ne peut pas le retrouver, comme il le dit, chez des artistes d'antan? On peut rechercher l'argent en innovant dans le sponsoring. Voilà. Mais à quel niveau et sur quelle pertinence? En n'étant pas esclave forcément de ce qui marche. Parce que ce qui marche, on voit ce que les gens font là, ça ne dure pas. Des fois, 6 mois après, ils ne sont plus à la mode, il y a un certain renouvellement. Mais Bailly, Alpha et autres, ils sont là pour toujours. En même temps, aussi, ils ont leur il ne faut pas fan, demander à un sponsor de faire du mécénat. Il ne faut pas attendre ça de lui, en fait. Parce que sa nature, c'est de Pourquoi faire pas? du Ils ont des fondations maintenant. Toutes les entreprises ont des fondations. Quand ils veulent faire du mécénat. Sinon, quand tu vas, par exemple, à la fondation Citron, tu sais que tu es venu pour du mécénat, mais si tu vas dans la structure de communication, tu pars là pour le sponsoring. On se suit. Donc, ce n'est pas la même chose. Certains d'entre eux veulent aider, parce que même c'est un besoin que les entreprises ont commencé à éprouver pour se donner... La responsabilité sociétale. Oui, tout à fait. Donc, ils mettent de plus en plus de côté de l'argent pour aider sans rien attendre en retour. Alors, quand on s'adresse à ces poches-là, effectivement, on a le droit de s'attendre à du mécénat. Mais sinon, si on va de l'autre côté, ils vont chercher des intérêts. Et ça ne pardonne pas. Et dans cet univers-là, c'est sûr que dans notre organisation actuelle, il y a un ministère de tutelle. Quelle est sa part dans l'organisation même
de ces disparités? Écoutez, on va toujours regretter que certains noms semblent obtenir des facilités et d'autres non. Parce qu'il y a des promoteurs de spectacles, par exemple, qui ont comme une onction de certaines autorités. Quand ils arrivent dans certains cercles, les portes leur sont ouvertes. Moi, je connais des gens qui arrivent... Mais on les appelle même pour leur demander, tu n'as pas un projet? Voilà, quand on les voit, on voit en même temps le ministre ou on voit en même temps tel directeur. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, le ministère dans tout ça, on déjà... On ne voit pas bien expliquer, développer. Développer, s'il vous plaît. Non, ce que je veux dire, c'est que... Un exemple, vous avez un nom? Non, on ne cite pas ses contemporains. mais le ministère a un rôle de neutralité à assumer. Maintenant, est-ce que dans la pratique, ça se suit? C'est là que le bas blesse, en fait. Vous comprenez? Il y a des festivals. Quand on lit les noms des différents officiels qui sont dessus, c'est-à-dire que ça occupe 95% du spot. Sous la grande présidence de, sous le haut patronage de, sous la terrible présence de, etc. Sous la haute autorité. Voilà. Et tout ça, ça fait pratiquement 25 secondes. Et puis les 5 autres secondes, c'est pour parler de l'événement. Mais ces gens-là... Quand ils arrivent devant un annonceur, l'annonceur même, automatiquement, il n'a pas besoin même de lire le dossier. En fait, il y a toute cette pression du politique qui s'invite aussi dans l'événementiel. D'où ma question. Est-ce que le sponsoring en Côte d'Ivoire est démocratique? Indépendant. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qui n'est pas démocratique. Non, on parle de ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Voilà. Le sponsoring en lui-même n'est forcément pas démocratique. Parce que là où on parle d'intérêt, il y a forcément des champs de collision en dessous. Vous avez cité des données tangibles tout à l'heure sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, normalement, on doit appliquer ça, la cible, la sous-cible, voilà. Oui, mais c'est ce qu'on vous répondra pour justifier du choix qu'on a opéré. On dira qu'on a regardé votre dossier, qu'il est bien monté, qu'il est lisible, qu'il est clair, que les arguments sont pertinents, etc. Dans tout ça, voilà. Mais ça n'a pas du PEPS. Voilà, ou bien ils ont quel mot là? Ça ne suit pas notre ligne éditoriale, ou bien, etc. Vous voyez un peu, ils ont de gentils petits mots comme ça pour égaler. Notre cible, ça ne coïncide pas avec notre cœur de niche, ou bien ce genre d'expression magique qui le fromage, font notre avaler statistique ne nous permet pas de... Alors qu'il y a d'autres qui viennent, c'est dans la société même, on ne lit pas même... Non, c'est-à-dire c'est dans la société même, avec le responsable communication de l'entreprise Citron, par exemple, qui rédige son projet. On rédige le truc, et puis maintenant, voilà, séance tenante, on met le cachet, et puis voilà, ça existe. Ah oui, ça existe parce que là, il y a délit d'initié des fois. Ça existe. On a parlé la dernière fois de lobbying, mais là où il y a l'argent, il y a des pressions énormes. Il ne faut pas perdre de vue ce truc. Il y a eu par exemple Figayo à Yopougon, par exemple. Je me suis juste demandé pourquoi ça n'existe plus, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à Yopougon? Oui. Non, la question de Figayo a fait les choux gras de la presse. Hein. Beaucoup d'eau a coulé et puis beaucoup d'encre aussi. Mais les souvenirs restent vivaces. Figayo a été malheureusement, je dis bien, politisé. Parce que, en fait, voici l'amicale des animateurs et présentateurs de Yopougon qui se mettent ensemble et qui décident de faire vivre leur commune. Ils organisent Figayo. Et ils trouvent des sponsors. Là où personne ne s'attend au succès que Figayo a eu, mais c'est une vraie explosion. Figayo devient le cœur d'Abidjan. Le cœur d'Abidjan, on ne parle même plus de festival de rue Princesse, etc. Quand on dit Figayo, mais c'est un élément, j'ai envie de dire, très capital dans l'écosystème culturel de la Côte d'Ivoire. Mais à partir de ce moment, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on commence à assister à une querelle entre griffes de positionnement entre des gens puissants politiquement. Alors, Marcelin Govoy du parti des négationnistes est trop présent à Figayo. Moi, le parti des positivistes, je n'y vais plus. Ou bien quand on me sollicite, vous voyez, et les imbrications malsaines de ce genre ont fait irruption et le mouvement est mort de sa plus belle mort. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Par contre, je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu... Ils ont eu beaucoup de sponsors et beaucoup d'appui en termes de mécénat. Mais aujourd'hui, revenons sur le FEMUA, si vous permettez. Alors, le FEMUA n'est pas le seul festival en Côte d'Ivoire. Et moi, le problème que j'ai avec le FEMUA, c'est que dans son contenu, il est pareil à plusieurs autres festivals. Mais dans la réalité, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'un soutien, j'ai envie de dire, disparate vis-à-vis de ce à quoi les autres ont droit. Pour moi, c'est des choses qu'il faut aider à corriger. Parce que si c'est la culture qu'on veut promouvoir,
la part que l'État investit dans ce festival-là, il faut que l'État songe à en faire, à défaut de même, mais au moins un peu pour les autres qui sont à la traîne. Vous comprenez? À Noumabo, c'est à Noumabo, mais il n'y a pas qu'à Noumabo en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'autres localités qui ont besoin d'appui financier institutionnel pour eux aussi faire prévaloir les cultures locales. Vous avez parlé tantôt, hein, quand on évoquait le grand artiste qui est Baïs Pinto, par rapport à susciter même des personnalités, des autorités. C'est-à-dire que quand on a un poste ministériel ou un haut poste, quand on vient accompagner un événement, on laisse à côté ses habits, on vient en tant que personne intrinsèque? Si on vient en tant que personne, il y a un problème. Parce qu'on nous dit qu'un ministre a 2-3 millions de francs CFA, mais il va enlever... où il enlève l'argent pour financer en fait le monde culturel. Là, il y a un problème. En fait, la bonne attitude est de venir en tant que ministre. Parce qu'un ministre peut avoir un budget en griffe de souveraineté pouvant lui permettre certaines interventions. Ah bon, les ministres ont des budgets de souveraineté ici? J'ai dit en griffe, voilà, pour qu'on se suive. Mais pour ne pas créer de contingence aussi, peut-être voilà. Avec quelqu'un de l'opposition, comme vous avez dit dans le c'est justement pour ça qu'il doit venir avec son titre institutionnel, c'est ce que je dis en fait. Si on dit on reçoit le ministre de la Culture ou bien le ministre de la Défense en tant que tel dans ce rôle-là, dans un festival, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Mais si on dit on reçoit Marcelin Gauvoy, l'homme qui veut être député à Issia, vous voyez un peu, ça pose problème. Cet argent qu'il amène, il le prend où? C'est ça la vraie question. Il le prend où? En ce moment-là, on tombe dans une opacité qui c'est ça justement qui envoie ces... Alors, mention spéciale à une personne qui vraiment a été grande personnalité au niveau du mécénat, M. Guy Néré. Guy Néré, on ne le dira jamais assez pour la peinture, tout ça. Et ça, depuis des années, il y a énormément de mécènes, mais discrets, quoi, mais très, très efficaces. Oui. Vraiment, il y a des personnalités que je peux me permettre de citer ici qui n'aimeraient pas ça. Mais franchement, il y a des mécènes en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas désespérer. Qui sont dans l'ombre, mais qui sont dans l'ombre. Mais c'est ça leur nature, en fait. Oui, les bons mécènes sont dans l'ombre. Dès que le mécène prend un appareil photo, ce n'est plus un mécène, c'est un sponsor. Parce que, par contre, le souci, là, il y a le souci, c'est au niveau du sponsoring. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, chef de l'or, qu'il y a une mafia au niveau du sponsoring en Côte d'Ivoire? Mais personne ne vous le dira, mais on sait tous que c'est vrai. Vous dites quoi? Non, on sait que moi je l'affirme. Il y a une mafia. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je discutais tout dernièrement avec un ami qui est responsable de publicité dans une agence dans une de ses maisons de téléphonie. Citron. Voilà. Éloignez-vous du citron. Alors, le monsieur, je lui pose la question ouvertement. Alors, c'est quoi qui vous motive pour choisir tel artiste et pas un autre? Alors que côté talent, on sait que c'est lui, à qui personne ne s'intéresse là, a plus de... Mais le monsieur me dit, bon, mais c'est quelqu'un qui décide. En fait, tout le problème se résume à là, c'est quelqu'un qui décide. Alors, à chaque fois que c'est quelqu'un qui va décider dans un environnement où c'est l'argent qui parle, il y a forcément mafia. Mais de toutes les façons, c'est quelqu'un qui décide toujours, mais ce sont les critères. Non, si on disait que les choix sont basés sur des critères, voilà. ça serait plus rassurant que d'entendre c'est quelqu'un qui décide. Il y a un arbitrage toujours. Un détail aussi très important, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une mafia, mais il faut transmettre les dossiers à temps, parce que les entreprises sont sujettes à des calendriers. Il y a un moment où il y a les budgets se font, il y a un moment où il y a l'inventaire, tout ça. Il faut respecter quand même la nomenclature de l'entreprise. Il ne faut pas déposer son dossier 2 jours, même une semaine avant et espérer un sponsoring et venir dire après qu'on n'a pas été accepté. Non, non. Mais en même temps, on a vu des événements spontanés qui en même temps ont fait surgir des sponsors. Il y avait peut-être une opportunité aussi. Je vous dis même que c'est dans le bureau même du responsable, même que c'est rédigé. Oui, il y a une opportunité qui coïncidait. Ça, c'est très bien dit. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui a déposé son dossier dans les temps qu'on va devoir mettre en stand-by pour... On se suit. Alors, solution, quand on a fini de dire ça, qu'est-ce que vous préconisez, M. Inabo? Bon, déjà, ce qu'on appelle la mafia ne peut pas disparaître. Parce que c'est ça qui fait vivre le sponsoring. Ça ne peut pas disparaître. Il faut des leviers de puissance cachés dans l'homme pour faire pencher la balance ici et là. Voilà. Mais à la base, je suis d'accord que les promoteurs devraient
mieux s'outiller dans la présentation des dossiers parce que ça obéit à des règles. Il y a des gens qui ont des idées intelligentes mais qui ne savent pas les transvaser en dossier. Alors quand tu lis le dossier, tu l'entends parler, c'est deux projets différents. Ces choses-là, il faut pouvoir bien les harmoniser et puis corriger. Voilà, c'est ça qui donne le maximum de chance. Maintenant, après, comme on dit en Afrique, tout est entre les mains de Dieu, même si on sait que Dieu, dans ce contexte-là, c'est des gens qui ont des vestes et cravates assis quelque part. Merci de l'or. C'est fini, Alix? C'est fini, oui, pour aujourd'hui. La semaine a été tunée. Ah oui, on a tuné la semaine et on se revoit lundi. Ciao, ciao. Bye bye.